Bonjour et bienvenue au webinaire francophone du WDI, Women's Déclaration internationale. C'est l'organisation à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe et nous vous invitons à signer la déclaration. Nous combattons le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre parce que les violences que nous subissons en tant que femmes sont basées sur notre sexe et non pas sur le sentiment intime que nous aurions d'être des femmes. Aujourd'hui, nous recevons Graziella Florimont, qui est une militante fémaliste pour le WDI. Le webinaire est enregistré et ensuite il sera diffusé sur YouTube. Vous recevrez le lien par la suite. Alors, Graziella, en cours d'action auprès d'élus ou de discussions en ligne pour défendre les droits des femmes, elle a remarqué qu'un texte revenait plusieurs fois dans la conversation. Il s'agit des principes de Yogyakarta. Alors, plutôt que d'en avoir une vague idée, son projet est né de le lire en détail et de comprendre en quoi ce texte était une menace pour les droits des femmes et des enfants. Alors, Graziella va nous présenter le résultat de ses recherches et de ses réflexions. Vous pouvez poser les questions dans l'application questions-réponses sur Zoom. Voilà, bonjour Graziella. Bonjour, j'espère que vous me recevez. Donc, voilà, donc les principes de Yogyakarta, c'est un texte qui a été présenté en grande pompe en 2006, à la suite d'une réunion dite d'experts, et qui a été révisé en 2017. En 2006, cette réunion s'est tenue dans une ville musulmane, et en 2017, elle s'est tenue à Genève. Ce texte est utilisé actuellement dans tous les pays du monde pour modifier les lois et prétendument améliorer les droits des homosexuels, bisexuels, transgenres ou transsexuels ou intersexes. Le problème, c'est qu'en fait, ce texte comporte un certain nombre de flous, voire de mensonges, voire de non-dits, qui en fait un outil parfait pour détruire les droits des femmes, mettre en danger les droits des enfants et mettre en danger aussi les droits des homosexuels. Donc, premier slide. Voilà le plan un peu, comment est né ce texte et comment est née aussi la révision, ce qu'il y a dans le texte, et puis une troisième partie, les applications dans les lois et les institutions. Mais ce sera juste une ébauche parce qu'en fait, c'est tentaculaire et c'est extrêmement long de faire cette partie-là. C'est juste pour vous donner une idée. Donc, avant de commencer, je me base sur deux interviews. L'interview du professeur en droit humain Robert Wintemut, qui très dernièrement a déclaré publiquement son regret d'avoir participé à cette réunion. En fait, il était là en 2006. Et aussi l'interview d'un monsieur qui s'appelle Maxime Anme Guy Shehan, qui est un militant pour les droits des homosexuels en Moldavie, et qui à l'époque, il était tellement expert qu'il était simplement étudiant, uniquement. Donc, slide suivant. Donc, voilà ce que j'appelle le casting. Les gens que vous voyez sont tous les participants aux deux réunions autour des principes de Yogyakarta. Il y a ceux de 2006 et de 2016 et il y en a de 2006 qui sont revenus en 2017 pour agrémenter, augmenter ou rajouter des principes. Donc, ce qu'on a comme témoignage de M. Robert Wintemut et de ce jeune homme, et on va dire qu'il était expert en études, c'est qu'en fait, ils ont été invités, ils ont reçu une invitation, qui se sont retrouvés dans la ville de Yogyakarta, qui ont été répartis en petits groupes, qui ont discuté à partir de leur sujet d'expertise, je mets des guillemets, et qu'ensuite ils ont proposé ils ont fait leur proposition d'article, et qu'à un moment, au cours de cette réunion, ils ont eu un petit problème, parce qu'ils avaient un problème avec les mots. Ils n'étaient pas d'accord sur la terminologie à utiliser. Parce que ce qui est de particulier avec les principes de Yogyakarta, c'est que ça prétend défendre les droits des homosexuels, bisexuels, intersexes, transgenres ou transsexuels. Ces mots n'existent pas dans le texte. Les mots que vous avez, c'est identité de genre, orientation sexuelle, expression de genre et caractéristiques sexuelles. Le mot homme n'existe quasiment pas et le mot femme existe à un seul et unique endroit, à un endroit qui, pour moi, entre guillemets, est très contestable, voire risible. Donc, ils se sont un petit peu frités sur les mots. Et un certain nombre de participants à la réunion se sont opposés à l'utilisation justement des mots homosexuels, etc., voire même du mot femme. Je cite par exemple Sonia Onufer Correa, qui est une militante, je crois, non-binaire du Brésil,
qui a dit, qui a exprimé clairement sa volonté de ne pas utiliser ce mot. Donc, slide suivant. Je vous ai un petit peu placé, j'ai un petit peu réparti le casting avec comment dire, un petit peu catégorisé les gens. Il y a des militants gays que j'ai mis en jaune, les trans, voire certains qui étaient non-binaires, et puis certains qui étaient présents pour le travail du sexe. Mais ce qu'on peut remarquer dès le départ, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas le même rôle à tenir dans cette réunion de soi-disant experts, mais des experts de toutes sortes. Hein. Il y a des juristes, enfin, des médecins, juste des militants. Enfin, ils n'ont pas une origine très, très précise. Ce n'était pas toujours évident de trouver leur biographie d'ailleurs. Par contre, on sent tout de suite la volonté d'avoir de l'inclusion et de l'intersectionnalité. Il y a des gens qui militent pour le travail du sexe, des handicapés, et puis ça vient d'Afrique et d'Asie et d'Amérique, etc., etc. Donc, c'est très varié, certes, mais ils n'avaient pas le même rôle. Et c'est pour ça qu'en fait, à un moment, en me basant sur le texte, on trouve les différents rôles que les gens ont eus. Donc, slide suivant. Vous aviez en fait des rédacteurs. En 2006, le rédacteur principal, c'est Michael O'Flaherty, avec comme présidente Sonia Unifer Correa et comme président Vitit Mutterborn, sauf qu'il n'y a pas précisé président ou présidente de quoi. On ne sait pas, mais ils sont présidents. Et M. O'Flaherty, qui est le rédacteur principal reconnu dans le texte, a demandé aux participants d'utiliser une terminologie plus, je cite, droit de l'hommeiste. Voilà pourquoi les mots homme, femme, homosexuel, bisexuel, etc. n'existent pas, parce qu'il fallait faire plus droit de l'hommeiste. Et en 2017, donc j'ai mis 2016, mais c'est 2017, vous avez les rédacteurs. Donc vous avez 2 intersexes, donc Mauro Cabral et Morgan Carpenter. Vous avez un homme transidentifié, Julia Hurt. Vous avez 1 ou 2 gays. Il y a Arvin Narin et Monica Tabonga, mais sinon, bon voilà, c'est un peu eux qui ont un peu rédigé et il est indiqué dans la présentation du texte qu'en fait, c'est même pas sûr que tous les gens qui devaient être là pour la réunion de 2017 étaient présents. Il y a eu l'écriture du texte et il y a eu consultation des autres après. Donc voilà un petit peu le côté un peu bizarre de l'élaboration du texte. Des gens invités à discuter et qui ne sont pas d'accord sur des mots. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'à la fin, le texte qui a été obtenu a été encore modifié pour correspondre à, on va dire, un idéal politique, idéologique, on va dire, qui ne venait pas des participants. C'était des prête-noms. Vous avez des prête-noms qui étaient là de toute bonne foi. Je pense que Robert Wittmuth, c'était le cas, parce que ça parlait de leur cas, parce que Robert Wittmuth est gay, en fait. Ça parle de leur vie, donc c'était pour permettre d'améliorer leur vie. Vous avez ceux qui, moi, j'appelle les brasseurs d'air. C'est les spécialistes qu'on retrouve dans tout un tas d'organisations. Je ne sais pas à quoi ils servent. ILGA, Gates, Transasie, Trans-Europe, Trans-Afrique, etc., etc. Et qui font que ça, parler, élaborer des textes et des textes et des textes. On ne sait pas de quoi ils parlent exactement. On ne sait pas qui ils défendent, comment ils le défendent et ce qu'ils obtiennent, mais ça parle, ça a des pages, ça fait des conférences. Et donc, vous avez ces rédacteurs qui ont fait en sorte que les textes correspondent à une idée. Et ces idées, en fait, et là, je me base sur les recherches de Jennifer Bilek, sur son blog en 11e heure, elle a réussi à remonter, comment dire, l'histoire et l'historique du principe du Yogyakarta. Et derrière, donc le slide suivant, je vais vous montrer les marionnettistes. C'est comme ça que je les appelle. Donc, il y a 4 personnes, et ces 4 personnes sont toutes ces personnes, comme le dit Jennifer Bilek, avec des identités sexuelles synthétiques. Donc, il y a une femme, 3 hommes, tous trans, et qui ont œuvré toute leur vie à élaborer des textes pour faire modifier les lois de manière à ce que ça corresponde à leurs problématiques. Par exemple, Stéphane Whittel, c'est une femme transidentifiée qui a beaucoup galéré parce qu'elle a transité, je ne sais pas, dans les années 80, quelque chose comme ça. Être reconnu comme homme, être reconnu, avoir le droit de se marier avec son épouse, et avoir le droit d'être reconnu comme père de ses enfants. Donc, et ces 4 personnes, j'ai un petit peu mis les étapes de l'élaboration de la réunion du Yogyakarta. Donc, dans les années 90, il y a Martin Rothblatt qui rencontre Phyllis Frey. Phyllis Frey est considérée comme la grand-mère des droits des trans. C'est un juge, en fait. Martin Rothblatt est avocat. Entre autres, hein, c'est un très grand chef d'entreprise qui a énormément d'argent sur les big tech, la pharmacie, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Ensuite, dans les années 90, Stephen Whittle, qui est devenue avocate pour pouvoir essayer de faire modifier, pour défendre ses droits et modifier les lois en problèmes spécifiques, ils se sont rencontrés. L'idée, il faut qu'on réussisse à élaborer un texte qui permette justement de modifier les lois pour améliorer, etc., etc. Et à la suite de ça, fin 90, Christine Burns les a rejoint. Je crois que c'est quelqu'un qui travaille dans les médias ou en tout cas dans la presse. Je ne vais pas m'attarder sur leur biographie. Et justement, en 2006, ça a été l'aboutissement de tout leur travail
pour obtenir ce texte qui leur permet aujourd'hui de modifier les lois et de permettre à tout à chacun de définir son genre, etc. Il y a 2 objectifs, déconstruire le sexe dans la loi et faire remplacer le sexe par l'identité de genre. Donc, les principes de Yogyakarta, c'est une réunion qui a eu lieu à la suite d'un long travail de militants, de ces entre autres 4 personnes, et aussi financée par un groupe qui s'appelle Arcus. Là encore, je me base sur les recherches de Jennifer Bilek, qui est un groupe qui a déclaré sur Facebook être très fier d'avoir participé au financement, à l'organisation et au rassemblement de ces experts pour élaborer un texte. Donc, en fait, les principes de Yogyakarta n'est pas un texte écrit par l'ONU, n'est pas un texte écrit par des membres de l'ONU, même s'il y en a qui ont travaillé pour, dans les brasseurs d'air, c'est comme ça que je les appelle. C'est un texte qui a été organisé par des fonds privés pour des intérêts, on va dire, privés, avec une apparence de texte de convention internationale. Il est ratifié par aucun pays et en tout et pour tout, il y a 63 personnes qui l'ont signé. Donc, techniquement, il n'a aucune valeur juridique. Ce texte n'a aucune valeur juridique, mais en suivant l'argent, Jennifer Bilek a trouvé des fondations qui militent pour, etc., etc., notamment les droits des trans, mais surtout les droits du corps synthétique, on va dire ça comme ça. Donc, je ne vais pas m'attarder sur leur biographie, mais je vais m'attarder sur une seule personne, slide suivant. C'est Martin Rothblatt. Et Martin Rothblatt est important pour comprendre la philosophie qu'on peut trouver dans le texte, surtout dans la version de 2017. La version de 2006, il y a des articles qui sont très bien. Il y a simplement, par exemple, permettre aux couples de même sexe d'avoir les mêmes droits que les couples de sexe opposé. Et le mot sexe, même sexe, sexe opposé, existe dans la phrase. Mais 2017, là, on sent tout de suite la patte de l'idéologie trans et ce que Martin Rothblatt a fait dans sa vie en est le reflet. Donc, d'abord, cette personne est née en 1954, s'est mariée avec son épouse que vous voyez à l'image au milieu, Bina. En 1994, peut-être aux alentours de sa rencontre avec Phyllis Fry, à force de parler des petites culottes de femmes qu'ils aiment bien porter, il a fait sa transition. En 1996, il se fait opérer des parties génitales. Dans les années 2000, il rencontre Ray Kurzweil. Donc, vous voyez un ouvrage en bas à gauche qui s'appelle « La singularité est ici ». Ce n'est pas un ouvrage de fiction et pourtant, ça parle de l'avenir de l'humanité en dehors du corps, en delà de la biologie, à travers le transfert de conscience dans des robots gérés par des IA. C'est sérieux, c'est ce qu'il y a dans le bouquin. Et Martin Rothblatt a adoré cette idée et on a fait un documentaire que vous voyez, La singularité est là. Et c'est un documentaire. Vous allez sur Amazon, vous allez sur IMDb, vous les trouvez, il n'y a pas de problème. Donc, ça a été financé et produit par Martin Rothblatt pour rendre hommage aux travaux de Ray Kurzweil, qui est un employé de Google. Martin Rothblatt a aussi écrit un bouquin qui s'appelle « De transgenre à transhumain », qui est très intéressant pour comprendre sa pensée. Et vous avez ici un robot chat géré par une IA, à l'effigie de son épouse. Pendant un temps, j'ai cru que son épouse, en fait, était morte et qu'il pensait avoir transféré sa conscience. Non, son épouse est vivante. En 2016, il a une interview avec l'émission The View, avec Whoopi Goldberg. En 2018, on voit des vidéos qui fleurent avec... je n'ai pas tout à fait fini, voilà. Des vidéos qui fleurent avec le robot, où en fait, on discute de façon... On parle avec le robot, il répond. Il a été programmé pour ça. Et l'objectif, quand même, c'est ce qu'on retrouve dans le mouvement religieux qu'a créé Martin Rothblatt et que je vais vous présenter dans le slide suivant. Donc, toutes ces histoires de robots et de nanotechnologie et de conscience, je ne sais pas quoi, Martin Rothblatt a créé une religion qui s'appelle Therazem. Vous pouvez y aller maintenant. Et puis, il y aura un petit lien avec le site qui s'appelle LifeNote, où, en fait, la philosophie est la biologie, ça ne compte pas. L'être humain peut vivre éternellement grâce à l'amélioration des nanotechnologies et du transfert de conscience. Après les droits des trans, Martin Rothblatt se focalise sur la modification des lois autour de l'éthique médicale, notamment pour toutes les expérimentations qu'il veut mener, et qu'il a commencé d'ailleurs. Ça s'appelle le mouvement géoéthique. Donc voilà, l'idée c'est de modifier les lois à l'échelle mondiale, comme s'ils ont fait pour les trans en fait. Et il a l'intention d'essayer de faire permettre aux gens d'avoir la vie éternelle via le transfert de conscience sur le cyberespace. Ça a l'air délirant, mais c'est tout à fait réel. Par exemple, sur LifeNote, vous y allez, vous créez un avatar, vous transmettez des informations sur vous. Il y a écrit sur le site qu'ils espèrent bientôt pouvoir transférer vos consciences grâce à la technologie, à l'amélioration de je ne sais pas quoi. Vous allez pouvoir vivre éternellement en transférant votre conscience dans un autre réceptacle. Les éléments à nous retenir, c'est la référence au BEM,
Et les BEM, c'est un élément qui est présenté sur le site de la religion. C'est officiellement une religion, où il explique que les BEM, c'est un peu l'unité de conscience et d'unicité d'une personne qu'on peut récupérer via ses préférences, ses goûts, ses relations sociales. Et dans la pensée du Therazem, les BEM, donc relations sociales, conscience, blablabla, c'est beaucoup plus important que les gènes, c'est-à-dire la plus petite unité de vie et d'organisme, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête comme petite musique pour lire le texte, parce qu'on retrouve ça dans tout le texte des principes de Yogyakarta. Donc maintenant, la deuxième partie, slide suivant, je vais rentrer dans le texte. Dès le départ, il y a un problème avec ce texte. Le problème qu'il y a eu quand il y a eu le clash entre les participants, la définition des mots. Moi, j'ai cru à un moment avoir fait une erreur quand j'ai lu le texte parce que je cherchais la définition d'identité de genre et j'en trouve deux différentes. Donc, je vous ai mis les deux. À la page 6, vous avez une identité de genre basée sur l'expérience intime de son genre. Et à la page 8, on trouve l'identité de genre basée sur l'expérience intime de son sexe. Donc, dans le texte, cette espèce de confusion générale entre sexe et genre synonyme, sexe et genre antonyme, sexe et genre juxtaposé, c'est tout le temps là. C'est jamais clair, jamais. Donc, je vais vous lire d'abord la définition de l'orientation sexuelle dans le texte. Donc, c'est celui de 2006. L'orientation sexuelle est comprise comme faisant référence à la capacité de chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du sexe opposé, de même sexe ou de plus d'un sexe, et d'entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus. Première remarque, quel sexe, plus d'un sexe, c'est-à-dire, qui a prouvé qu'il y avait plus d'un sexe chez l'être humain? Aucune idée. Deuxième remarque, ça ne concerne pas les homosexuels, ça concerne tout le monde. L'orientation sexuelle désigne toutes les sexualités. Et on sait dans le mouvement transactiviste qu'il n'y a pas que, on va dire, 3 sexualités, même sexe et sexe opposé les deux, il y en a 150. Et ça inclut beaucoup de sexualités qui, en fait, sont plus des paraphilies qu'autre chose. Ensuite, la définition de l'identité de genre, je vais garder que celle de 2006. L'identité de genre est comprise comme faisant référence à l'expérience intime et personnelle de son genre, profondément vécu par chacun, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps, qui peut impliquer, si consenti librement, une modification de l'apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médico-chirurgicaux ou autres, et d'autres expressions du genre, y compris l'habillement, le discours et les manières de se conduire. Je vous dis tout de suite, la première fois qu'on lit ça, on ne sait pas de qui on parle. C'est juste, c'est très riche, ça a l'air complètement confus. Et du coup, je vais m'attarder un peu sur cette définition avant de continuer la lecture du texte et un peu décrypter ce qu'il y a de dangereux dedans. Donc, le slide suivant, la définition d'identité de genre. On va effacer la partie qui, pour moi, est un hommage à Judith Butler, qui sert juste à dire, attention, je vais définir un mot. Et donc, la définition principale, l'expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience intime et personnelle profondément vécue? C'est juste un sentiment. L'identité de genre est basée sur le ressenti. Tout ce qui est ressenti est subjectif. Tout ce qui est subjectif relève de la croyance et de l'opinion. L'identité de genre, là, avec cette définition, est un terme qui relève de la religion et de la croyance religieuse. Ensuite, il déclare que c'est vécu par chacun. Ah bon? Je ne savais pas qu'on pouvait imposer aux gens une expérience intime. Voilà. Ensuite, il y a une partie qui nie la réalité 1 de la biologie, 2 les progrès en médecine, puisqu'ils expliquent que le sexe est assigné à la naissance. Premièrement, ce n'est pas à la naissance qu'on définit le sexe d'un être humain, puisqu'on peut le faire avec les échographies, merci la médecine. Et toute personne qui fait appel, je ne sais pas, au FIV, au PMA, au GPA, dans certaines cliniques, on peut sélectionner l'embryon sur la base de l'observation du sexe 3 jours après la conception. Parce que c'est à la conception que se détermine notre système reproducteur. Et notre système reproducteur n'est pas imposé de façon arbitraire, puisque c'est ça que ça veut dire assigné, mais il est juste observé, puisqu'il est déterminé par nos gènes, en fait. C'est là qu'on retrouve cette idée de contester l'existence même de la biologie et qui fait référence à la philosophie de la religion Therazem. Ensuite, on nous parle d'expressions du genre qui peuvent largement suffire, parce que la chirurgie, tout ça, c'est pas obligatoire. Et parmi l'expression du genre, on a le discours, l'habillement et les manières de se conduire. Donc, des stéréotypes sexistes et puis simplement l'autodéclaration. Donc, le discours, c'est ça qui fait référence à
l'obsession à l'autodétermination qu'il y a dans la philosophie transactiviste. Donc, en gros, c'est très simple. L'identité de genre doit être comprise comme un terme religieux basé sur la négation de la biologie et des progrès en médecine, où on peut simplement l'exprimer soit par des stéréotypes sexistes, soit par la magie des mots qui sortent de la bouche. Voilà ce que c'est l'identité de genre. Et c'est ce terme-là qui est utilisé tout le long en faisant croire que ça parle des trans. En fait, ça ne parle pas des trans, ça parle de toute l'humanité. Et on dit à toute l'humanité, puisque c'est par chacun, que chacun ressent ça, ou que ça peut correspondre ou non. Ça veut dire que toute l'humanité doit se redéfinir par rapport à un ressenti et à la négation de sa biologie. Donc déjà, l'arnaque en plus, c'est que ça ne définit pas qui est trans et qui ne l'est pas. Maintenant, on va rentrer dans les articles. Slide suivant. S'il y a un seul… ah oui, pardon, il reste deux autres définitions. Bon, elles sont fatigantes, ces deux-là, qui ont été rajoutées en 2017. L'expression de genre et les caractéristiques sexuelles. Donc, je lis juste, l'expression de genre, c'est la façon qu'a chaque personne de présenter son genre à travers l'apparence physique, incluant vêtements, coiffures, accessoires, cosmétiques, ainsi que les manières, la parole, les modes de comportement, les noms et références personnelles, et non tant de plus que l'expression de genre, peut ou non refléter l'identité de genre d'une personne. Bon, j'ai mis des petits commentaires en bleu. Pour moi, cette définition correspond à ceux qu'on appelle les non-binaires fluides. Donc, on peut utiliser les coiffures, le maquillage, on peut exprimer son genre, mais tout à coup, l'expression de son genre ne correspond pas forcément à l'identité de genre, parce que c'est n'importe quoi. Moi, j'appelle ça du charabia. Ça désigne tout le monde et son contraire. De qui on parle avec ça? Aucune idée. Caractéristiques sexuelles, la définition, c'est les aspects physiques propres à chaque personne. Attention, je n'ai pas fini, voilà. En matière de sexe, y compris les organes génitaux, l'anatomie sexuelle et reproductrice, les chromosomes, les hormones et les caractéristiques secondaires apparaissant à la puberté. Je ferai juste remarquer que la base de ce qui définit le sexe chez n'importe quel être vivant n'est pas indiquée dedans, à savoir les gamètes. La seule chose qu'on ne peut pas changer en fait. Parce que tout ce qui est indiqué en termes de caractéristiques sexuelles, soit ils peuvent l'utiliser pour nous dire « Ah, vous voyez, il y en a beaucoup, donc c'est flou. » Donc, comme genre les chromosomes, il y a plusieurs façons les chromosomes ont plusieurs façons de s'exprimer pour le sexe. Soit l'anatomie sexuelle, on peut la modifier au niveau avec la chirurgie esthétique, et la puberté, on peut la bloquer. Donc, ils n'ont mis dans ces caractéristiques sexuelles que les choses qui sont, entre guillemets, modifiables, ou on peut les utiliser comme trucs flous. Comme par hasard, ils ne mettent pas le plus important. Je tiens à faire remarquer que le mot genre, qui est utilisé tout le temps, n'est jamais défini. J'ai épluché tout le texte, j'ai cherché partout. Le mot genre n'a aucune définition. C'est pratique quand on veut l'utiliser comme on veut au fur et à mesure dans le texte. Parce que des fois, ils mettent avec sexe, des fois, ils l'enlèvent, ils le remplacent carrément, ils mettent à la place carrément du sexe. Soit c'est synonyme, soit c'est antonyme. C'est tout le temps flou et c'est pratique parce qu'ils ne le définissent pas. Et ils demandent à ce que ces caractéristiques, identité de genre, orientation sexuelle, expression de genre et caractéristiques sexuelles, soient protégées de façon juridique. Problème, on protège qui? Tout est circulaire et flou. Et c'est ces termes-là, circulaires et flous, qui sont utilisés pour faire des exigences par rapport aux droits des trans, etc. Donc, maintenant, voilà les articles. Donc, s'il y a un seul et unique article dans tous les slides suivants, dans tous les principes de Yogyakarta, et c'est cet article, en fait, qui est à l'origine de la colère de Robert Wittmuth et qui a déclaré qu'il regrette d'avoir participé à la réunion, c'est le principe numéro 31 qui a été rédigé en 2017. Le thème, le droit à la reconnaissance juridique, et il y a les articles A, B et C. Donc, en fait, l'article A. Veillez à ce que les documents d'identité contiennent uniquement l'information personnelle qui est pertinente, raisonnable et nécessaire, prescrite par la loi dans un but légitime, et cesser, par conséquent, l'enregistrement du sexe et du genre de la personne sur des documents d'identité tels que les certificats de naissance, les cartes d'identité, les passeports et les permis de conduire, ainsi que comme éléments de leur personnalité juridique. Cessez l'enregistrement du sexe sur les documents administratifs parce que vous comprenez, ce n'est pas nécessaire. Qui a prouvé que ce n'était pas nécessaire? Qui a prouvé que faire la distinction homme-femme sur la base du sexe, ça n'avait aucune utilité? Dans les prisons, en médecine, dans le sport, dans les refuges, ou même dans les statistiques d'inégalité homme-femme. Qui a prouvé ça? On s'en fiche, on le met direct. Allez, c'est parti.
Article B. Offrir un accès à un mécanisme rapide, transparent et accessible pour changer de nom, y compris vers des noms de genre neutre, sur la base du droit des personnes à se déterminer de façon autonome. Juste une chose, je ne me rappelle pas d'un droit où que ce soit où il est dit que les gens ont le droit de se déterminer eux-mêmes. Est-ce qu'on a le droit de déterminer sa nationalité? Est-ce qu'on a le droit de déterminer qui sont ses parents? Non. Donc, c'est écrit où ça qu'on a le droit de se déterminer soi-même? En tout cas, il l'utilise. Apparemment, le droit existe. Article C. Lorsque le sexe et le genre continuent à être enregistrés, offrir un accès à un mécanisme simple, rapide, transparent et accessible qui reconnaît juridiquement et consacre le droit qu'à chaque personne de déterminer son identité de genre. Qui a prouvé, il est écrit où ce droit? Je ne sais pas. Le petit 2, donner le choix entre des options multiples pour le choix du genre. Ben voilà, il y a des pays où on a le choix entre 50 ou 150 genres. Super. Et surtout, sur quelle base? Ben, le ressenti. Petit 3, veiller à ce qu'aucun critère d'admissibilité, tel que des interventions médicales ou psychologiques, des diagnostics psychomédicaux, un âge minimum ou maximum, le statut économique, l'état de santé, le statut marital ou parental ou toute autre opinion de tierce ne soit exigé comme prérequis pour changer son nom, son sexe ou son genre légal. Aucune limite. L'âge ne compte pas, on peut faire la transition. L'état de santé mentale ne compte pas, on peut faire la transition. Alors, on pourrait toujours dire oui, mais c'est juste la transition sociale, mais il y a toute la panoplie de chirurgie derrière. Il est indiqué dans ce texte qu'il n'y a pas de limite à mettre pour la transition. Le dernier, le pire, petit 4, veiller à ce que le casier judiciaire, le statut d'immigrant ou tout autre statut d'une personne, ne puisse être utilisé pour empêcher un changement de nom, de sexe ou de genre légal. Il est intéressant de noter que cet article n'est pas indiqué dans les principes qui parlent de la prison. Or, c'est exactement ça qui est utilisé pour permettre à n'importe qui, même des prédateurs sexuels, d'être envoyés dans les prisons pour femmes. On n'utilise pas le casier judiciaire de la personne, comme si ça ne comptait pas, notamment en prison. Donc, voilà l'article qui résume en soi toute la folie qu'il y a derrière ce texte. On nie la biologie, on met le nombre de genres qu'on veut. Apparemment, on a le droit de se déterminer comme on veut. On met aucune restriction, aucune limite, rien. Même quand la personne est en situation de choc post-traumatique, rien du tout. Et puis, le casier judiciaire, on s'en fiche, parce que de toute façon, ça compte pas, le droit de s'autodéterminer, blablabla. Cet article tout seul suffit à montrer la folie qu'il y a derrière. Donc, on va continuer avec le principe numéro 9, slide suivant. Le droit à un traitement humain en prison, c'est dans l'article C, garantir dans la limite du possible que tous les prisonniers puissent participer à la prise de décision concernant le lieu de détention le plus approprié à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Je tiens à rappeler que ces termes sont flous. Identité de genre, ça concerne tout le monde. Orientation sexuelle, il y a toutes les orientations sexuelles incluses. S'il y avait écrit les homosexuels, on doit faire attention parce qu'il y a des risques d'agression. D'accord? Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est tout le monde. Identité de genre, ça concerne qui? Tout le monde. Le problème, c'est qu'en prison, il n'y a pas que les trans qu'on agresse. Il y a aussi des hommes peut-être un peu fragiles ou les homosexuels aussi. Est-ce que les prisons pour femmes sont faites pour récupérer tous les hommes en danger? En tout cas, j'avais jamais entendu parler de gens qui disaient, ben voilà, monsieur le juge, voilà où je veux aller. En tout cas, ils l'ont écrit dans l'article. On a le droit de demander aux gens, en fonction de leur identité de genre, où est-ce qu'ils ont envie d'aller en prison. On continue. Dans le texte, comme tout est flou et circulaire, ils ont un petit problème dans la manière, le slide suivant, de considérer la modification du corps. Il y a un certain nombre d'articles où la modification du corps, notamment pour les personnes trans, c'est de la torture. Je prends par exemple le principe numéro 10, qui a été rédigé en 2017, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'article D et E. Reconnaître que la modification forcée, coercitive ou d'une quelconque façon non volontaire des caractéristiques sexuelles d'une personne peut être assimilée à un acte de torture ou au traitement cruel, inhumain ou dégradant. Là, pour le coup, je vois pas il n'y a personne qui peut être contre ça. Oui, c'est cruel, oui, c'est inhumain, oui, c'est dégradant de modifier le corps des gens comme ça. Interdire toute pratique, abroger toutes les lois et mettre fin à toutes les politiques qui permettent les traitements irréversibles et portant atteinte à l'intégrité physique du patient sur la base de l'orientation sexuelle, identité de genre,
de l'expression de genre ou des caractéristiques sexuelles, y compris les actes de chirurgie génitale, reconstructive, forcée, de stérilisation non volontaire, des expérimentations contraires à l'éthique, l'affichage médical, les thérapies de réparation ou de conversion, lorsqu'ils sont imposés ou administrés sans le consentement libre, préalable et éclairé de la personne concernée. Si on prend l'article avec les parties en rouge, on est tous d'accord qu'on n'a pas le droit de dire un homosexuel, on va modifier ton corps, ou à une personne trans, ou n'importe qui d'ailleurs, on va vous modifier votre corps parce qu'on a décidé. Le problème qu'il y a avec ces deux articles, c'est les petites parties en jaune où on explique c'est irréversible, c'est de la torture, c'est de la mutilation, si tu es d'accord. Parce que si ce n'est pas d'accord, c'est de la torture. Mais si tu es d'accord, ça va. Moi, l'exemple que j'ai en tête, dans ma région, il y a un monsieur qui a découvert son homosexualité, qui, dans les années 60-70, qui avait ses premiers émois. Il y a un voisin qui l'a surpris, qui l'a chopé par le bras, qui a posé sa main sur un billot et qui a tranché ses doigts avec une machette. Il lui a dit, plus jamais tu recommences. On est tous d'accord, c'est un acte homophobe, cruel, inhumain. Sauf que dans ce texte, c'est homophobe, cruel, inhumain, sauf si il est d'accord. Comme si le fait de trancher 3 doigts, ou trancher ses doigts, ou trancher ses parties génitales, ou découper je ne sais pas quelle partie du corps, ou de se rendre stérile avec des médicaments, ça peut aller si on est d'accord. C'est ça qu'il y a dans le texte. Donc, du coup, on va passer à la deuxième version sur la modification du corps, slide suivant. En fait, non, ça va, c'est bon pour la santé. Donc, les principes où justement, c'est considéré comme un traitement, c'est les principes numéro 17, le droit au plus haut niveau possible de santé, article E et G en 2006 et l'article L et O en 2017. Donc, par exemple, dans l'article E, ils exigent qu'il y ait une information maximum sur tout ce qui existe comme soins de santé. L'article G, il faut que l'accès à tous ces soins de santé, la modification du corps, soit facilité. Il faut que les gens y aient accès le plus facilement possible. L'article L, s'assurer que les soins d'affirmation de genre, tout à coup, ce n'est pas de la torture, c'est un soin d'affirmation de genre, soient offerts par le système public de santé ou, si ce n'est le cas, que les coûts soient pris en charge ou remboursés par les régimes les régimes privés ou publics d'assurance santé. Je rappelle qu'ils ont le droit à un remboursement à 100% en considérant que leur problème relève de l'affection longue durée. Voilà, merci les principes de Yogyakarta. Le O, c'était juste pour faire référence au fait qu'ils demandent à ce que le planning familial soit impliqué dans l'information de la santé reproductive, de l'accès aux médicaments. On le sait, il y a un accès à un certain nombre de médicaments, notamment pour les jeunes filles, de la part du planning familial. Donc voilà, c'est bon pour la santé. Ça stérilise, mais tu es d'accord, c'est bon pour la santé. Ça te mutile, mais c'est d'accord, c'est bon pour la santé. Donc on a cet article-là. L'article 3, le principe 3, pardon, le droit à la reconnaissance devant la loi, où il demande, dans l'article F, que toutes les personnes qui subissent des modifications du corps obtiennent un soutien social de la part des sociétés. Et le principe numéro 18, protection contre les abus médicaux, l'article F de 2006, garantir qu'aucun traitement ou conseil médical ou psychologique n'aborde explicitement ou implicitement l'orientation sexuelle ou l'identité de genre comme des maladies devant être traitées, soignées ou supprimées. OK, dans ce cas, pourquoi ils ont besoin d'un remboursement à 100% de soins de santé? Si ce n'est pas une maladie, pourquoi ils ont des soins? Pourquoi ils vont voir un médecin? Pourquoi ils ont droit à des médicaments? Pourquoi ils ont droit à la chirurgie? Pourquoi ils sont remboursés en ALD? Si ce n'est pas une maladie, qu'est-ce qu'on soigne? Là, c'est la partie, ils se contredisent eux-mêmes, mais ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas ça qui les étrangle. C'est là qu'on va en arriver. Justement, si on prend ces articles et qu'on les applique aux enfants. Donc, là, le slide suivant, je vais commencer à lire un certain nombre d'articles, soit spécifiquement attribués aux enfants, soit en fait qui sont parfaitement applicables aux enfants, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de limite d'âge dans leur texte. Donc, moi, j'appelle ça le bidouillage des droits des enfants. Donc, par exemple, dans le principe numéro 18, il y a encore, c'est le principe, la protection contre les abus médicaux, l'article B et C, qui a été rédigé en 2006. Là encore, ils insistent, l'identité de genre, ce n'est pas une maladie, l'orientation sexuelle, ce n'est pas une maladie. Très bien. Article B, prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour garantir qu'aucun enfant ne voit son corps irréversiblement altéré par des pratiques médicales visant à lui imposer une identité de genre sans le consentement
mentale, libre et avertie de l'enfant, conformément à son âge et à sa maturité, et suivant le principe selon lequel, dans toutes les situations impliquant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Comment dire? À quel moment on a décidé qu'un enfant était consentant pour la chirurgie et les médicaments? Depuis quand c'est un enfant de décider de ses traitements? Parce que c'est la même idée que pour les adultes. C'est de la torture, c'est de la mutilation, c'est de la stérilisation. Ça, si, tu es d'accord. Et là, on parle du consentement total, libre et éclairé d'un enfant. Pardon, mais à quel moment, où est-ce que c'est écrit qu'un enfant peut être consentant sur ce genre de choses? On continue. Slide suivant. On continue à bidouiller. Hein. Le principe numéro 24, le droit de fonder une famille, l'article J, rédigé en 2017. Faciliter l'accès de tous et toutes aux méthodes pour préserver la fertilité, telles que la conservation des gamètes et des tissus, sans discrimination basée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre ou les caractéristiques sexuelles, y compris avant un traitement hormonal ou une chirurgie. Ce n'est pas applicable spécifiquement aux enfants, mais on va l'appliquer aux enfants. Les enfants prennent des bloqueurs de puberté. Certaines enchaînent directement avec les hormones croisées. À quel moment ils ont eu le temps de produire des gamètes? On fait comment pour préserver des gamètes que les enfants n'ont jamais produits? Comment? Sérieusement, comment on fait? Je tiens à préciser que je l'ai noté, c'est la seule fois où le mot gamète est utilisé dans les articles. Ah ben ça y est, ils existent en fait. Hein. Ils n'étaient pas là au début, mais ils existent. On continue encore avec le bidouillage du droit des enfants. On va la slide suivante. Le principe numéro 32, le droit à l'intégrité corporelle et mentale. Donc, encore une fois, ils insistent, on ne doit pas forcer, ça ne doit pas être forcé, ça ne doit pas être coercitif, hein, d'accord? Il faut éviter les dommages irréparables, urgents, etc. Je pense sincèrement que quand ils parlent d'altération du corps des enfants, ils sont surtout focalisés sur les intersexes, de faire en sorte que les enfants intersexes ne soient pas mutilés parce qu'il faut que ce soit conforme. Problème, comme leur terme ne désigne personne en particulier, ça ne protège personne non plus. Il n'y a pas écrit intersexe, il n'y a pas écrit, enfin intersexe, il y a juste écrit « Ne modifiez pas de façon forcée ». Alors, l'article A, garantir et protéger les droits de chacun, y compris des enfants, à l'intégrité corporelle et mentale, à l'autonomie et à se déterminer soi-même. Où c'est que c'est écrit que c'est un droit, ça? Un enfant a-t-il vraiment le droit de se déterminer soi-même? Où ça? Comment? Déterminer quoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il peut déterminer son espèce aussi. Il y a des transspécies dans cette histoire. Le petit B, veiller à ce que la loi protège chacun, y compris tous les enfants, contre toute forme de modification forcée, coercitive ou de quelque façon non volontaire de leurs caractéristiques sexuelles. Est-ce qu'une maman touchée par le syndrome de Munchausen qui veut à tout prix faire passer son fils à la télé, qui l'habille en robe multicolore, est-ce qu'on peut considérer que la maman en question, elle a peut-être un petit peu forcé son enfant? On pourrait. Mais le problème, c'est quand on fait croire que ça vient de l'enfant. Vu qu'on considère que l'enfant peut consentir et qu'on oublie toutes les influences et des médecins et des parents que certains enfants peuvent recevoir. Je me rappelle notamment du livre de Douglas Murray où il parlait d'un médecin qui s'était réjoui sur scène d'avoir réussi à convaincre une petite fille, un garçon manqué, qu'en fait, elle était un garçon né dans le mauvais corps. Pendant 1 heure, il lui a traficoté le cerveau en lui disant « Mais est-ce que tu es sûre? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es une fille ?» Voilà. Mais ça, ce n'est pas de la coercition, puisqu'à la fin, l'enfant dit de façon libre et éclairée « Je suis un garçon ». On continue. L'article D. Gardons à l'esprit le droit de l'enfant à la vie, à la non-discrimination, à la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect de son point de vue. Veillez à ce que les enfants soient pleinement consultés et informés au sujet de toute modification apportée à leurs caractéristiques sexuelles nécessaires pour éviter ou remédier à un dommage physique grave démontré. Veillez aussi à ce que tout consentement par l'enfant concerné par de telles modifications soit donné d'une manière conforme au développement des capacités de l'enfant. C'est encore pour moi du charabia, parce qu'on ne précise pas de qui on parle quand on parle des enfants. On ne précise pas à quel moment il est mature. On ne précise pas à quel moment il peut donner son consentement. C'est quoi informer un enfant? Quand on dit à un enfant complètement désespéré, attention, tu vas être stérile, qui dit c'est pas grave, je vais y aller quand même, à 12 ans, à 14 ans, il est prêt? Les procès qu'on voit arriver, là, les 1000 familles qui vont porter plainte, et il y a une jeune fille qui s'appelle Chloé Cole qui va porter plainte aux États-Unis, où elle a expliqué qu'elle avait 14 ans, mal dans sa peau, 18 ans, elle se rend compte, elle s'est trompée, et que ses parents, à elle, on leur a forcé à dire oui, en les menaçant, 1, de perdre sa garde, 2, qu'elle allait se suicider.
Ou est-ce que l'enfant est consulté et pleinement informé là? Dans la réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Et le dernier article qui m'a particulièrement mis en colère, c'est « Veiller à ce que le concept d'intérêt supérieur de l'enfant ne soit pas manipulé pour justifier des pratiques entrant en conflit avec son droit à l'intégrité corporelle. » C'est eux qui manipulent l'intérêt supérieur de l'enfant. Vraiment. Donc, une question que je pose comme ça, est-ce qu'un enfant, même informé, est en capacité de prendre des décisions médicales avec des effets aussi graves qu'ils le reconnaissent? Ils reconnaissent que c'est irréversible, ils reconnaissent que ça rend stérile, ils reconnaissent que c'est grave. Mais attention, on l'a informé, donc on ne va pas manipuler l'intérêt supérieur de l'enfant, on va dire que c'est bon, il peut être d'accord. Donc, j'ai mis une petite page, slide suivant, pour le rappel des droits des enfants, les vrais. Donc, la Convention internationale des droits de l'enfant, où en fait, effectivement, dès l'article 1er, là au moins, on définit ce qu'est un enfant. Donc, le slide suivant, où on explique que c'est un être humain âgé de la naissance jusqu'à 18 ans. De la naissance à 18 ans, cet article, la Convention reconnaît que ce sont des enfants, donc immatures, avec des modifications, par exemple, pour le droit pénal, par exemple. L'article 3, l'intérêt supérieur de l'enfant est cité déjà dans la Convention. L'article 6, les États doivent assurer la survie et le développement de l'enfant. Je rappelle que dans le document qui s'appelle le Standard of Care 8, la partie qui concerne l'adolescence et notamment les bloqueurs de puberté, ils indiquent que la puberté, c'est la période du développement du cerveau, développement du squelette, développement des organes, développement du système reproducteur. Ils le disent clairement. Moi, je veux savoir en quoi c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être privé de ça, même un jour. En quoi c'est dans son intérêt supérieur? C'est pas grave, on n'explique pas. Moi, l'élément qui manque le plus dans tout ce que le principe du Yogyakarta indique, c'est indiqué dans la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, article 7. Où sont les parents? Il n'y a pas les parents là-dedans. Les parents, ils ne sont pas consultés, ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas rendus responsables, rien. Il n'y a pas les parents dans les articles de Yogyakarta quand on parle de la modification du corps des enfants. L'enfant est seul rendu responsable de ce qui lui arrive. Et l'article 18, donc, qui rappelle les droits et les devoirs des parents. Les deux parents ont une responsabilité commune pour élever l'enfant et ils incombent au premier chef, c'est aux parents en premier d'élever l'enfant, c'est aux parents de décider. Sauf que là, on a des lois qui disent, si vous refusez ce que votre enfant vous demande, enfant qui, on va dire, n'a reçu aucune influence extérieure, évidemment, vous êtes puni, vous allez être puni parce que c'est de la maltraitance. Or, c'est aux enfants, aux parents de prendre des décisions sur les parents et les médecins. C'est à eux de décider de l'avenir médical de l'enfant et c'est eux qui sont responsables. Donc, on pourrait se dire, mais on sait qu'il va y avoir des regrets. Il va y avoir des gens qui vont se retourner contre les médecins. Tu ne peux pas demander à un enfant de décider de se rendre stérile à 12 ou 13 ans. C'est inhumain pour moi. Sauf qu'ils y ont pensé. Hein? Slide suivant. La gestion des conséquences, prévue déjà par les principes du Yogyakarta, principe numéro 33, le droit de ne pas être criminalisé ou sanctionné. Ah bon, tiens donc. Donc, ça a été rédigé en 2017. C'est un principe où on vous explique que le droit de travail du sexe ne doit pas être criminalisé, comme ça, vite fait, entre deux, dans une liste de gens à protéger. Et puis, on a l'article H qui explique décriminaliser les procédures de modification corporelle et les traitements qui sont effectués avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée. Ah, mais quand on a quelqu'un qui est touché par des troubles mentaux, schizophrénie, troubles du développement, quand on a des enfants en bas âge à qui on demande leur avis, des personnes qui sont là ensuite un traumatisme, enfin une situation de choc post-traumatique, est-ce qu'on est en capacité de dire que ces gens donnent un consentement libre et éclairé? Mais attention, ils n'ont pas le droit de se plaindre parce qu'ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Voilà, déjà, pour la modification du corps et les conséquences. Donc, slide suivant. Moi, la question que je me suis posée, et c'est la question qu'un certain nombre de personnes se posent, il y a même des livres là-dessus, c'est qu'on a quand même conscience que si des enfants se retrouvent là-dedans, c'est qu'il y a une contingence sociale bien alimentée par les réseaux sociaux. Donc, on pourrait peut-être imaginer, imaginons que les enfants peuvent décider. On imagine. Les enfants peuvent choisir qui ils sont, qui je suis, comment je me définis, quelle chirurgie, quel médicament je prends. OK, mais il faut enlever cette influence où des gens appuient sur la fragilité des enfants pour les inciter à aller vers ça. Ils y ont pensé. Alors, ça s'appelle le principe numéro 36, le droit de jouir des droits humains relatifs aux technologies de l'information et de la communication. Je ne savais pas que c'était un droit humain.
Enfin, j'ai vu ça nulle part que avoir accès aux réseaux sociaux, c'est un droit humain. Bon, voilà. Ça a été rédigé en 2017. Donc, ils expliquent que toute personne doit avoir accès aux réseaux sociaux. Il faut que les États fassent tout pour que ce soit accessible, pour que ce soit abordable. OK. Et donc, du coup, dans l'article 1, ils disent prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les personnes jouissent d'un accès universel, abordable, ouvert et sûr et égal aux technologies de l'information et de la communication, y compris Internet, sans discrimination basée sur l'orientation sexuelle, etc. Juste un truc. À quel moment ça a été interdit pour des homosexuels d'aller sur Internet? Je ne sais pas. À quel moment ça a été interdit pour des trans d'aller sur Internet? Aucune idée. Mais apparemment, il faut faire attention parce que les pays qui n'autorisent pas les réseaux sociaux, ils ne font pas de limite par rapport à ça. C'est tout le monde. Je n'ai pas envie que vous alliez voir de ce côté-là, j'interdis les réseaux sociaux. Je n'ai jamais entendu parler de discrimination sur cette base-là. Et puis ensuite, il précise, pour bien verrouiller l'idée que c'est un droit humain et qu'il faut faire attention, l'article C, veiller à ce que toute restriction au droit à l'accès et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication d'Internet soit prescrite par la loi, nécessaire et proportionnée à l'objectif de respect de la dignité humaine, égalité des libertés, blablabla. Cet article est un peu bizarre parce que je ne vois pas à quel moment on interdirait aux gens d'aller sur les réseaux sociaux, d'utiliser les réseaux sociaux, mais imaginons qu'on dise on va enlever les enfants des réseaux sociaux parce que là, ça commence à bien faire. Parce qu'il n'y a pas que la philosophie trans qui les met en danger. Facebook a publié une étude sur Instagram. Instagram est nocif pour les jeunes filles. Augmentation du taux de suicide, troubles alimentaires, problèmes de perception de soi, c'est nocif. On pourrait dire ça. Mais attention, ils expliquent, vous pouvez le faire, mais il faut mettre dans la loi, il faut faire attention. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils verrouillent déjà le truc. Ils savent que ça vient de là, ils le verrouillent déjà. Mais attention, c'est un droit humain. Un droit humain à géométrie variable, puisqu'ils expliquent dans l'article G, prendre toutes les mesures législatives, administratives, techniques et autres nécessaires pour chercher à prévenir, traiter et éliminer les discours de haine, le harcèlement et les violences, passant par l'usage des réseaux sociaux, etc. Je rappelle que dans discours de haine, il y a que deux sexes chez l'être humain, mâle-femelle. Les lesbiennes n'aiment pas les pénis. Ou je suis une femme parce que je suis femelle. Ça, c'est discours de haine pour eux. Donc, c'est un petit peu facile de mettre ça là, surtout quand discours de haine n'est pas précisé, surtout qu'on ne sait pas de qui on parle, qui on agresse, qui on attaque. Mais en gros, en vrai, ce qui les dérange, c'est la référence à la biologie. En gros. Et si on prend la définition de l'identité de genre, c'est ça qui est attaqué. Et puis, si on a le droit de supprimer des gens des réseaux sociaux, ce n'est pas un droit humain. Sinon, ça devrait être comme les avocats. Même le pire criminel au monde a droit à un avocat. Donc, c'est là qu'on rentre à le questionnement sur le slide suivant, sur la liberté d'expression dans la vision transactiviste. Donc, vous avez le principe numéro 19, le principe numéro 21, le principe numéro 26. J'ai un peu pris des articles et un peu traduit comment ils voient la liberté d'expression, parce que c'est très particulier. Donc, par exemple, dans le principe numéro 19, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, l'article C et E. Dans l'article C, ils expliquent on a le droit d'exprimer son genre comme on veut, on s'habille comme on veut, libre, 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 libre. Article E, garantir que l'exercice de la liberté d'opinion et d'expression ne viole pas les droits et les libertés des personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre. Depuis quand donner son opinion, ça viole les droits de quelqu'un? Juste, je ne savais pas que donner son opinion ou utiliser son droit à l'opinion, ça violait les droits de quelqu'un. Quel droit? Aucune idée, ce n'est pas précisé. Principe numéro 21, la religion. Oui, il fallait s'attaquer à la religion, les amis. Article B, garantir que l'expression, la pratique, la promotion d'opinions, de convictions et de croyances différentes concernant les questions liées à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne soient pas entreprises de façon qui contrevienne aux droits humains. Première question, quels droits humains? De quels droits humains il parle? On ne sait pas. Mais les gens sont libres d'avoir la religion qu'ils veulent. Il y a des gens qui croient aux fantômes, aux extraterrestres, que les arbres sont, je ne sais pas, l'avenir de l'humanité. Allez savoir. Mais comment ça, il faut limiter l'expression de la religion chez les gens? Sur quelle base? OK. Et le numéro 26, le droit de prendre part à la vie culturelle. Encourager le dialogue et le respect mutuel. Ah, c'est bien ça. Entre les partisans de divers groupes culturels dans un État, y compris entre les groupes qui possèdent des opinions différentes en ce qui concerne l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Très bien, très bien. D'une manière compatible avec les droits humains visés par ce principe.
je ne connais pas un débat où les gens sont censés être compatibles avant de débattre. On n'est pas d'accord, on est différents, on n'a pas la même opinion, mais attention, il faut qu'on parle compatible. Donc, en gros, c'est simple. La liberté d'expression dans ces articles, c'est la liberté de ne pas trop donner son opinion, parce que tu comprends, ça va violer des droits. Il ne précise pas lesquels. La liberté de ne pas trop exposer sa foi et sa religion. Je précise que les religions monothéistes considèrent qu'à l'origine, mais il n'y a pas que d'ailleurs, les bouddhistes et les hindous aussi, à l'origine de l'humanité, il y avait un mâle et une femelle qui se sont accouplés, ils ont peuplé la Terre. Ça rentre en contradiction directe avec l'existence de l'identité de genre, puisqu'il nie la biologie. Déjà, juste ça pourrait être un outil pour attaquer le droit de croire qu'à la base, il y a hommes-femmes qui se sont accouplés. Juste. Et puis attention, on communique, mais il faut qu'on soit compatible. Du coup, ça me fait penser au tour de table de c'est quoi ton pronom, alors que les gens n'ont pas forcément de pronom dans cette histoire. Donc voilà, faut pas trop parler comme tu veux parce que ça va me déranger. Ta religion, tu fais attention à pas me déranger non plus. Et puis quand on parle, il faut qu'on soit compatible. Voilà leur vision de la liberté d'expression et de religion, ce qui est en fait une attaque directe au droit à la religion et à l'opinion et au droit de ne pas être inquiété pour ça. Parce qu'ils considèrent que c'est une agression, que c'est du harcèlement de dire, ah ben voilà, il n'y a que deux sexes, blablabla. C'est ce qu'on voit dans les faits. Ils sont contre la liberté d'expression, tout simplement. Je passe au slide suivant sur ce qui concerne spécifiquement les droits des femmes et notamment ce qui se passe dans le sport. Donc, il y a une attaque frontale aux droits des femmes à participer à des sports sur une base juste, tout simplement parce qu'il nie le sexe dans tous les articles qui parlent de sport. Donc, le principe numéro 2, qui est relatif au droit à l'égalité et à la non-discrimination, l'article I et J écrit en 2017. Article I, veiller à ce que tous les individus puissent participer aux activités sportives en conformité avec le genre auquel il ou elle s'identifie, sous réserve seulement que cela respecte des exigences raisonnables, proportionnelles et un ordre arbitraire. Donc, la fin de l'article, c'est juste pour dire, ouais, mais en même temps, on sait que vous allez contester, donc on a mis ça au cas où si on change d'avis. Mais en gros, le mot sexe a disparu. Les catégories sportives, dans leur tête, c'est genre, sachant qu'il y a 150 genres. On fait comment pour répartir les individus dans les catégories? On continue. J, veiller à ce que tous les individus puissent participer aux activités sportives sans discrimination, basées sur les 4 trucs. Et puis, dans les recommandations additionnelles, c'est-à-dire à la fin des textes, il y a toute une liste de recommandations à faire. L'article R, s'assurer que tous les individus désirant participer aux activités sportives soient encouragés, blablabla, et à participer en conformité avec le genre auquel il ou elle se déclare appartenir. Là encore, le sexe, la biologie, ça compte plus pour le sport avec cet article-là. Le petit 3, mettre fin ou ne pas mettre en place des politiques qui forcent, qui contraignent ou qui de toute façon mettent une pression sur les femmes pour qu'elles subissent des examens médicaux, des tests et ou des procédures inutiles, irréversibles et nuisibles en vue de participer au sport en tant que femme. C'est l'article, le seul, l'unique où le mot femme existe. De quelle femme on parle et qui pourrait subir des interventions et on parle des hommes qui veulent participer au sport pour femmes, c'est tout. C'est le seul moment où ils mettent le mot femme, c'est pour ça. Et en expliquant qu'il ne faut pas d'analyse, il ne faut pas de test, il ne faut pas de vérification. Il ne faut pas qu'on demande la modification des organes génitaux. Voilà. Là, une attaque directe au sport pour femmes, puisque la biologie est niée, on ne met que le genre, avec interdiction de faire des tests derrière. On continue, donc l'attaque directe sur les droits des femmes, les espaces intimes. Donc celui-là, j'ai bien rigolé. Vous vous demandez pourquoi, slide suivant, voilà, pourquoi les toilettes, il faut réfléchir, il faut enlever, il faut remettre, je ne sais pas quoi. Ben, il y a un principe entier qui est consacré qu'aux toilettes, les 5, je crois. C'est que ça. Donc, le principe numéro 35, droit à l'assainissement. Attention aux toilettes dans les écoles, dans les entreprises, dans le secteur privé, dans le secteur public, dans les prisons. Il n'y a que ça. Et ils expliquent des toilettes adéquates, adaptées. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vu que l'identité de genre concerne tout le monde et que c'est flou, de qui il parle? Ça doit être adéquat et adapté pour qui? Comment? Aucune idée. Et dans les recommandations additionnelles, toujours pour le coup pour le sport, donc prendre des mesures pratiques afin de créer des espaces accueillants, ok, pour les personnes d'orientation sexuelle, identité de genre, etc. Juste, est-ce que les gays avaient des problèmes pour avoir des toilettes cool en fait? Est-ce que j'ai jamais entendu aucun homosexuel dire « Ouh là là, je veux des toilettes adaptées pour mon orientation sexuelle ». Là, c'est juste utiliser les gens pour parler que des trans, c'est tout. Donc, des vestiaires appropriés. Encore une fois, c'est flou, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et dans la réalité, qu'est-ce qu'on a?
des toilettes mixtes, des vestiaires mixtes, c'est tout. C'est juste ça qui existe. Mais en tout cas, ils ont bien prévu le truc, c'est bien écrit. Attention, faites attention, pensez à nous. Oui, comme d'hab. Donc, l'article suivant, pour compléter la partie qui, pour moi, c'est un rire jaune, mais c'est un rire quand même. Le slide suivant, je les appelle les articles foutage de gueule, parce que c'est très dur à lire ce texte, parce qu'il est rébarbatif, il y a des flous partout, il manque des définitions sur plein de trucs, et puis tout à coup, on a un mot qui apparaît là, qui change là, qui revient là, etc. Et puis, il y a 2 articles où, honnêtement, là, pour le coup, j'ai été très en colère quand je les ai lus. Donc, il y a le principe numéro 23, le droit de demander asile, article K. Développer et mettre en œuvre des protocoles et lignes directrices sur l'évaluation de la crédibilité en matière d'établissement de l'orientation sexuelle, identité de genre, etc., de la personne requérant asile et assurer que de telles évaluations soient élaborées d'une manière sensible et objective et ne soient pas influencées par les stéréotypes biculturels. On a le droit de douter, en fait. On a le droit de douter, enfin, pour la demande d'asile, on a le droit de douter. Pas pour les prisons, pas pour le sport, pas pour les toilettes, pas pour l'intégration dans des associations de lesbiennes, pas pour les vestiaires. Non, on a le droit de douter pour la demande d'asile. Et puis, il faut être objectif en plus. Tout est basé sur le sentiment ressenti, ça peut être fluide, mais il faut être objectif. Moi, c'est n'importe quoi. Moi, juste cet article-là, ça rend caduc tout le reste. C'est ridicule. On a le droit de douter. Ben voilà, vous avez l'article K, principe numéro 23. Et puis le principe numéro 27, le droit de promouvoir les droits humains. Bon, ok, je ne connaissais pas. Dans cet article, il précise on a le droit de recevoir des fonds d'organismes privés. Tu m'étonnes. Quand on voit, il y a des fondations avec des milliards, ils sont tellement d'argent derrière. Tu m'étonnes qu'ils écrivent qu'on a le droit de recevoir de l'argent. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. C'est l'article F. S'assurer que les individus et les organisations travaillant sur des questions de droits humains, en lien avec l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre ou les caractéristiques sexuelles, participent au processus de prise de décision publique et politique qui les affecte. Et nous, on n'a pas le droit. Pourquoi eux, ils auraient le droit, quand ça les touche, de faire venir tout un tas d'organisations là, avec des gens payés pour ça, et nous, non. Nous, on doit se taire. Nous, on ne doit rien dire. On ne doit rien dire pour les toilettes. On ne doit rien dire pour le sport. On ne doit rien dire pour les prisons. On est méchante. On déteste les trans. On ne sait même pas de qui on parle à ce moment. À ce stade, on ne sait pas de qui on parle quand on parle des trans. Donc, ils ont le droit d'écrire ce texte pour dire attention, dès qu'on parle de ça, on a le droit d'intervenir, mais nous, non. Nous, c'est une agression. Nous, c'est de la haine. Si on dit, excusez-nous, les droits des femmes, ça compte. Et les droits des femmes, c'est basé sur le sexe. Là, moi, je les appelle vraiment les articles foot. Oui. Il est 7h, juste. Voilà. OK. Donc, il me reste la dernière partie. C'est bien. La dernière partie qui va aller assez vite. Donc, en slide suivant. Ce qu'il y a de terrifiant avec ce texte, ce n'est pas les imbécilités qu'il y a à longueur de temps, les incohérences et les contradictions qu'il y a partout. Il y en a partout. Je n'ai pas tout lu forcément. C'est qu'il est pris au sérieux. Ce n'est pas un texte qui vient de l'ONU. Ça n'a pas été rédigé par les membres des organisations des Nations Unies. Aucune nation n'a envoyé ces gens les représenter. C'est un truc qui a été financé par des fonds privés. Ils font du lobbying partout avec, comme si c'était the truc. Ils utilisent les principes de Yogyakarta comme référence pour les droits humains, alors que dans les principes, ils nient les droits humains, les droits qu'on trouve dans la Convention internationale des droits de l'homme, Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention internationale contre les discriminations faites aux femmes. Ils nient tout ça, ça n'existe pas. C'est eux, l'alpha et l'oméga des droits humains, et ils sont pris au sérieux. Il y a que des, moi je suis désolée, il y a que des bêtises, il y a que des bêtises là-dedans. Ils utilisent les homosexuels comme une espèce de, je sais pas, c'est eux la maison, mais il y a la tortue en dessous qui avance pour eux, quoi. Et voilà les applications, vrai de vrai, copier-coller. Allez, on prend, on met dedans. Donc en France, en 2017, ils ont changé la loi pour permettre aux gens de changer leur sexe sur le plan administratif. Et on retrouve des termes qu'on retrouve dans les principes du Yogyakarta, identité de genre vécu, sexe intimement vécu, et puis le droit à l'autodétermination. Ça, c'est dans le texte. Parce que dans la loi française, le corps ne compte plus, les interventions médicales ne comptent plus, et même les vêtements, ça ne compte pas non plus, en fait. Et quand on demande, il reste quoi, on vous répond, t'es transphobe. Les comités des Jeux Olympiques en 2021, donc 2017, ça sort, 2021, ça a déjà changé. Donc parce que c'est dans les recommandations qu'on retrouve à la fin du texte.
Donc, article 7, primauté de la santé et de l'autonomie corporelle. Donc, aucune fédération internationale, organisation sportive ou autre ne devra exercer de pression sur les athlètes pour qu'ils subissent des procédures de traitement médicaux inutiles afin de remplir les critères d'admission. Ça veut dire on n'a pas le droit de demander changement de des parties génitales. Ça correspond directement aux recommandations. C'est direct. Et l'article 5, présomption de non-avantage. Celui-là, c'est fort quand même. Aucun athlète ne doit être empêché de participer à une compétition ou exclu d'une compétition sur la seule base d'un avantage compétitif non vérifié. Ben ouais, homme-femme, la différence, ça n'a jamais été vérifié. Allégué ou perçu comme déloyal en raison de son intersexuation, son apparence physique et ou de sa transidentité. Tiens donc. Voilà. Ça n'a même pas pris 5 ans pour passer, quoi. Le texte est sorti en 2017, c'est passé dans les recommandations des JO en 2021. Il y en a d'autres. En Belgique, en Pays-Bas, ils ont supprimé la référence au sexe sur les passeports. Principe numéro 31. À Washington, les enfants de 15 ans peuvent modifier leur partie génitale sans l'accord des parents. C'est bon. À la Sorbonne, il y a une association qui œuvre pour supprimer les toilettes pour femmes. Ils ont déjà réussi à la moitié des toilettes, en fait. Et ils demandent à ce que ça continue parce qu'ils appellent ça toilette genre neutre. Parce qu'il y a quelque chose de neutre à mettre les hommes et les femmes dans les mêmes toilettes. Parce qu'il y en a qui ont du mal, parce qu'ils arrivent dans les toilettes, ils doivent choisir, ça les oppresse. Et puis en Écosse, il y a eu une école, après le Covid, ils avaient supprimé toutes les toilettes pour filles. Ils avaient mis des toilettes mixtes. Ils ont prétexté, c'était pour que ce soit plus facile en termes de vandalisme, c'est n'importe quoi. Et c'est une école qui reçoit les enfants de la 6e à la terminale. Juste, il y a une gamine de 11 ans qui va partager les mêmes toilettes qu'un gamin de 18. Donc, voilà, en gros, je fais très vite parce qu'il y en a trop, beaucoup. C'est juste un webinaire entier, ça, les applications. Et leur méthode, slide suivant. Leur méthode, elle n'est pas compliquée. Elle est écrite dans le texte, dans les recommandations additionnelles. Donc, j'ai mis des couleurs. En gros, ils ont fait l'inverse des créationnistes, parce que c'est un mouvement religieux, tout ça. Les créationnistes sont passés par les écoles pour dire oui, Dieu a créé la terre en 6 jours, le 7e il s'est reposé, et puis l'homme montait sur le dos du tyrannosaure pour aller chasser le mammouth. Des trucs comme ça. Eux, c'est l'inverse. Ils sont passés par toutes les instances internationales et ils sont allés de l'international au plus petit, chez les gens. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est allez, on va voir l'ONU, parce que ce n'était pas signé par l'ONU. On va voir l'ONU, ONU-SIDA, ONU Migrants, ONU je ne sais pas quoi. Ensuite, ils sont passés par les organisations, les grands groupes régionaux, l'Europe, des trucs comme ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont été voir la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Une fois qu'ils ont fait les grands groupes régionaux, ils ont fait les nations. Donc, ils ont fait les ONG. Vous avez tout un tas d'organisations non gouvernementales qui ont complètement changé de vocabulaire. Je pense à Amnesty International, je pense même à l'ONU d'ailleurs. Hein, vous avez des textes qui correspondent aux principes de Yogyakarta. Ensuite, ils sont allés voir les pays pour modifier les lois nationales. Ensuite, ils ont ciblé les entreprises et les entreprises publiques et les entreprises privées. Ils ont ciblé les médias, j'ai mis en bleu. Et puis, en violet, c'est ce qui a été sorti en 2017 dans les recommandations, c'était, allez, on cible les institutions sportives. Donc, en fait, la technique est écrite dans le texte. Hein. C'est comme ça qu'ils ont fait. On va du plus grand. Et une fois qu'on arrive au national, on dit aux gens, mais attention, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît, blablabla. Mais ils ont vraiment, leur tactique, ça a été ça, et c'est du travail de pro. Il faut reconnaître, c'est bien fait, c'est financé, c'est organisé, c'est anticipé. Là, franchement, on peut pas enfin dire, nier qu'ils sont doués. Et ça va être très, très, très dur de lutter contre ça, vu les moyens qu'ils ont, parce qu'il y a beaucoup de moyens. Mais il y a un truc qu'ils ne supportent pas, et c'est pour ça qu'ils sont violents, en fait. Donc, le dernier slide, c'est la lumière. Dès qu'on parle, dès qu'on montre un article, qu'on essaie de comprendre un truc, qu'on expose ça, et moi, je trouve que ce texte doit être exposé, doit être dénoncé, que tous les députés, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu un député, je lui ai présenté la définition d'identité de genre, il avait utilisé le texte pour modifier les lois par rapport aux trans, il a réalisé à quel point c'était stupide, juste en lisant. Donc déjà, ils ne lisent pas tous les textes qu'ils ont sous les yeux. Donc la lumière, c'est simple. Qu'est-ce qu'on a en fait? Des hommes blancs hétérosexuels ultra riches avec un problème de fétichisme sexuel. Donc, c'est le blanc. Accro aux prostituées et au porno, hein, le petit parapluie rouge. Qui croit sincèrement à l'existence d'une identité de genre basée sur la négation de la biologie. Qui se cache derrière les noirs et les marrons pour défoncer les droits des enfants, des femmes et des homosexuels. Je mets les sigles et les mantras. Donc, GAFA, Big Pharma, Big Tech, Forum économique mondial, tous autogynéphiles, enfin 2, 3 quand même. Le travail du sexe et du travail. Tout est expliqué dans les principes de Yogyakarta. La vie des femmes trans noires
compte. Et puis, les enfants, c'est capable de consentir. Les droits des femmes basés sur le sexe, c'est des privilèges ségrégationnistes conçus par des suprémacistes blanches. On l'a déjà sorti. Et puis, l'attirance pour le même sexe, c'est de la discrimination. Voilà. Moi, le drapeau, c'est ce qu'il représente. Donc, si vous arrivez à faire de la lumière là-dessus, peut-être qu'on arrivera à défoncer leur truc et dénoncer ce qu'est ce mouvement religieux. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était super clair et en plus très... Tu arrives à le rendre drôle en fait. Donc, non mais c'est vrai, tellement c'est absurde que tu arrives à démontrer l'absurdité du texte et c'en est drôle. Enfin, ça devrait l'être. Bon, ça ne l'est pas malheureusement. Ouais. Y a eu beaucoup voilà, de gens qui disent bravo dans le chat, qui demandent même à ce que tu viennes faire des interventions à plein d'endroits. Faudra payer le billet. Et il y en a même qui proposent de faire un service de garde du corps des Amazones. Ah bon? Dans le chat. Non, je ne sais pas si c'est les Amazones qui disent ça, hein, mais voilà. Et puis, il y a aussi pas mal de questions, notamment sur, il y en a 3 qui se regroupent un peu, c'est comment on explique, tu as peut-être un peu répondu dans la dernière partie, comment ça se fait que ces croyances qui sont basées sur un ressenti, elles se répandent comme ça, aussi soudainement, sans remise en question, auprès de l'État et des institutions. Donc, tu as un peu expliqué comment ils avaient fait redescendre les choses. Et puis après... Et comment ça se fait aussi que, puisque ce texte n'est pas officiel, les gens le suivent, en fait. Ça, c'est vraiment une question. Et puis c'est peut-être lié à où est-ce qu'il y a une coalition contre ces groupes, comment faire pression sur l'ONU. Alors, il y a le WDI, qui est un groupe qui fait pression. Mais voilà. Mais sinon, par rapport aux autres questions, est-ce que tu veux répondre Alors, pour ce que j'ai cru comprendre, et moi, ceux qui savent lire en anglais, allez sur le site de Jennifer Bilek, il y a une vidéo aussi. Elle a fait une présentation, bon, encore une fois en anglais, parce qu'elle ne s'est pas concentrée sur les principes du Yoga Karta. Elle a ciblé tout ce que les big tech et les ultra riches sont en train de faire en ce moment pour œuvrer à un business autour du corps synthétique. En fait, c'est ça. Le principe du Yoga Karta, c'est juste un outil pour arriver à cet ultralibéralisme autour du commerce du corps. Grossesse synthétique, c'est pour ça qu'elle dit plus trans, elle dit personne avec identité sexuelle synthétique. Et en fait, c'est elle qui a remonté l'argent. Moi, je pense que c'est juste une question de corruption et d'argent. J'en suis persuadée qu'ils ont arrosé les gens, qu'ils ont bien appuyé sur le côté chantage affectif, chantage au suicide, en faisant en sorte de rendre tout flou. C'est ce qu'on constate avec ceux qui ont vu peut-être le documentaire suédois, The Trans Train, qui est sorti il y a quelques années. Là, ils ont sorti un nouvel documentaire sur les enfants seulement. Je n'ai pas encore pu le visionner, mais c'est assez parlant, où en fait, les gens ont écrit des articles de loi, ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Non, ah vas-y, ah oui, ma cousine, ma tante, machin, ma soeur, souffrance, suicide, allez, bam. Et dès qu'on pose 2 questions aux gens, et c'est ce que les journalistes avaient fait, ils leur avaient demandé, vous dites qu'il y a 40% de suicides chez les trans, il vient d'où votre chiffre? Ils ne savent pas, ils font ça tout le temps. Ils utilisent un mécanisme d'imposture intellectuelle. Bon, si vous cherchez un livre sur les impostures intellectuelles, c'est celui de, comment il s'appelle, Lindsay. J'ai oublié, ça s'appelle les impostures intellectuelles. Comment ils construisent un peu, ils déconstruisent un peu la connaissance scientifique en supprimant la logique, parce qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'ils font. Ils suppriment la logique et ils obligent les gens à se baser que sur le ressenti, avec culpabilité derrière si jamais tu poses des questions. Il y a une jeune femme qui avait expliqué comment l'identité de genre était arrivée dans son école, au lycée, en Australie. Ils ont arrivé avec des valisettes pédagogiques en 2012, comme par hasard. Enfin, ça arrivait en même temps partout. Et expliqué, tout de suite, on leur a dit, il n'y a pas que de sexe, il y en a beaucoup plus. Attention, posez pas de questions, sinon il va y avoir des suicides. C'est comme ça qu'ils sont rentrés sur les enfants. Donc, il y a tout un mécanisme de manipulation mentale. Je suis sûre qu'ils sont prêts à ça, ils sont préparés à ça. Il y a énormément d'argent, beaucoup de corruption, de la lâcheté. Moi, c'est ce que je vois, c'est tout. Et des gens qui savent circuler dans les arcanes et à la Cour européenne et à la Commission européenne et dans les assemblées. Moi, c'est comme ça que je les vois agir. Quand le député qui a participé à l'élaboration des lois sur les trans a pris conscience de l'absurdité du terme
Il m'a raconté un peu comment ça se passe. On leur court après, on leur demande un tel, tu as pensé à mon truc. Ils n'ont pas le temps de lire. Ils lisent pas vraiment. C'est uniquement l'émotionnel, uniquement le ah, attention, ça va te faire bien voir. Il y en a, c'est un peu hypocrite. Ils le font en toute bonne foi. Parce que nous, pour le thérapie de conversion, il y a plein de questions qui n'ont pas été posées. Donc, moi, c'est ce que je vois. Argent, embrouillage, hein, manipulation mentale, chantage affectif et lâcheté. Moi, c'est comme ça que je vois qu'ils ont réussi. Je ne sais pas comment. Je sais pas. Moi, c'est ça que ça me désespère de voir des gens à ce point, comment dire. Et puis, ils n'arrivent pas à faire marche arrière, les gens là-dedans, en fait. Ils n'arrivent pas à faire un pas en arrière et à se dire, tiens, il y a un problème. Bon, on va essayer de les aider. Oui, il y a une question aussi sur le financement, parce que c'est vrai qu'ils ont les moyens. Alors, est-ce que tu sais un petit peu d'où il vient? Et puis, il y a aussi, enfin, voilà, sur… Alors, le financement, moi, je sais que Jennifer Bilek elle a raconté l'histoire dans la vidéo. Elle a dit les homosexuels représentent une minorité de personnes. Et tout à coup, à la fin de toute la période du LUCIDA, il y a des grands groupes, des grandes fondations qui se sont créées et qui ont œuvré justement et milité pour la modification des lois. Et c'était Arcus et je ne sais plus quoi. Et tous ces gens ont des billes dans la grossesse synthétique, dans le sexe synthétique. Ils se font des tonnes et des tonnes d'argent avec ça. Vraiment. Ils s'autofinancent. C'est comme Martin Rothblatt, il a commencé, il a un diplôme d'avocat, hein. Il a commencé dans les entreprises de télécommunications. Il a des billes dans la biopharmacie. Il a des billes dans la recherche, machin. Je pense qu'il a 2-3 entreprises de cliniques de modification du corps, mais il gagne énormément d'argent avec tous ces trucs-là. C'est vraiment le lieu de la big tech et de la négation du corps et de ah là là, le monde utopique qu'ils ont dans leur tête là. Mais c'est des gens, je sais pas. Moi, je vois ça comme des gens qui ont décidé de transformer le monde pour correspondre à leur délire. Sauf qu'à la différence de certaines petites sectes, ils ont beaucoup de moyens. Ils ont beaucoup de moyens grâce à leur entreprise, mais je sais pas. Moi, je vois ça comme ça. En fait, voilà, quand on me pose la question, j'ai toujours l'impression qu'il y a deux catégories d'intérêts. Les intérêts, évidemment, des personnes qui vendent les transformations physiques. Et puis, d'un autre côté, les intérêts des hommes en tant que classe sociale de sexe. Enfin, il y a aussi… Oui. C'est pour ça qu'il y a deux types d'intérêts qui, finalement, se retrouvent dans… Oui, dans cette histoire, parce que c'est vrai que là, les femmes, elles n'ont plus qu'à fermer leur gueule, en fait. Enfin, on n'a plus qu'à obéir, quoi, avec ce système-là. Parce que moi, quand je faisais des recherches sur la biographie, parce qu'au début, j'ai découvert ça au fur et à mesure, hein, quand je faisais la recherche sur les biographies des experts, les fameux experts soi-disant, enfin le casting, c'était dur de trouver une lesbienne. Hein. Il n'y en avait pas, franchement. Et le fait d'avoir lu que Sonia Unifer a déclaré publiquement, je ne veux pas le mot femme dans le texte, je me dis, mais c'est quoi ça? Dès le départ, la misogynie, elle est là. Hein. Dès le départ, c'est que voilà, nous effacer parce que nos droits sont gênants pour leur délire. En gros, c'est ça. Il faut que nos droits soient détruits parce que c'est gênant pour leur truc. Comment ils peuvent vendre la vie éternelle, la non-importance de la biologie si derrière on leur dit non, nous, femmes, c'est ça. Et on a ça à protéger, ça à protéger, ça à protéger. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que ça se casse la figure, leur truc. Mais ça prend du temps à se casser la figure. Hein. C'est comme le transfert du prisonnier en Écosse, là, du violeur, là, où la ministre, elle a dû faire marche arrière. C'est incroyable de voir cette femme défendre bec et ongle cette histoire de trans-pas-trans. Tu te dis combien on l'a payé. Tu as l'impression qu'elle ne réfléchit pas. C'est terrifiant de voir ça. Mais bon, voilà. Il se donne vraiment une apparence de progressisme alors que ce n'est pas du tout le cas. Et surtout, ce qui est quand même, on ne peut pas nier que depuis plusieurs décennies, même si la condition des femmes est toujours catastrophique, mais globalement, dans les textes de loi internationaux, dans pas mal de lois, il y a quand même tout va dans le sens d'une avancée vers l'égalité, au moins dans les textes entre les sexes, et dans le sens d'une meilleure protection des victimes. Ça avance trop lentement, c'est clair, mais ça avance toujours dans ce sens-là. Et là, on a l'impression que c'est un petit peu oh là là, attends, ça va pas du tout, il va falloir qu'on revienne en arrière. Enfin, c'est l'impression que ça donne, je trouve. Oui, moi aussi. Histoire de… Parce que quand on a des cas de viol par des trans,
moi, ce qui m'avait choqué quand j'ai commencé à faire les recherches, j'avais rencontré, en fait, le député que j'ai rencontré, il avait un assistant parlementaire qui était directement concerné par cette heure de France. Quand je lui ai dit, l'identité de genre est tellement floue que n'importe quel prédateur sexuel peut aller en prison et violer derrière, il m'a répondu, la première chose qu'il m'a dit, c'est je suis féministe, hein. Et là, il me répond, ah, les viols, ça va, ça arrive. Il y a plein de remarques comme ça. Les toilettes, il y a un problème. Ah, bah, si ça t'arrive, t'as qu'à te plaindre. Ils ont cette réflexion étrange que ce qui nous arrive n'a aucune importance. Si on est agressé, si on a des problèmes, ça n'a aucune importance. C'est très bizarre parce que il y a un vrai culte, vraiment. Je l'ai vu sur plusieurs articles. Il y a un vrai culte des femmes trans. Vraiment, c'est juste un culte. Ils sont vraiment au sommet de la hiérarchie. Et puis, il Oui. y avait aussi une question sur, tu as fait une référence à Judith Butler. Oui. Alors, du coup, il y a quelqu'un qui demandait de préciser. Alors, j'ai essayé de lire. Mon obsession en ce moment, c'est ça. Et là, le prochain texte que je vais lire, c'est le Standard of Care. Et Judith Butler, j'ai essayé de lire. Et c'est horrible. Ça n'a pas de sens. Je me suis forcée, je lui ai dit, je vais faire un effort. On lui a dit, comment faudrait-il redéfinir femme? Et elle répond, c'est vrai qu'il faudrait parce que blablabla. Et en fait, quand elle parle, c'est du verbiage pour dire effectivement, je vais réfléchir à la question et je vais répondre à votre question parce qu'il est important de répondre à votre question. Mais elle ne répond pas. Donc, et dans la définition, c'est l'identité de genre doit être comprise comme faisant référence à. Quelle définition commence comme ça? Dans le dictionnaire, c'est quoi une table? Table, objet de. Là, la définition, on a besoin de dire attention, on va définir. Moi, c'est une blague pour dire que c'est une partie. Moi, quand j'ai lu la définition, la première chose qu'on a envie, c'est de tourner la page, de ne pas regarder. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mots pour noyer le sujet. C'est moi, l'hommage à Judith Butler, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de mots qui servent à noyer le sujet. Voilà. En plus, c'est vrai que Judith Butler, parce que le mot genre avant cette époque-là, ça signifiait pas, c'était pas du tout quelque chose qui s'appliquait à des individus. Le mot genre, ça désignait des rapports sociaux. Donc en fait, personne n'avait de genre, puisque c'était pas quelque chose les gens, ils avaient un sexe. Mais quand on disait genre, on parlait de rapports sociaux ou de stéréotypes, on parlait pas d'une personne, enfin, ça avait rien à voir. Et là, c'est à partir de Judith Butler et de cette époque-là que le mot genre, on a commencé à l'appliquer à quelqu'un. Et c'était un non-sens total. C'est pour ça que les féministes ne comprenaient pas au début, parce qu'en fait, ça n'avait pas de sens pour nous d'appliquer un genre à quelqu'un, puisque c'est un stéréotype. Oui. Mais surtout, et c'est ça qu'on revoit, et moi, s'il y a un truc, moi, si je ne sais pas quand est-ce que quelqu'un pourra croiser des transactivistes, moi, une fois qu'on lit le texte et qu'on voit toutes les bêtises qu'il y a derrière, on comprend mieux les bêtises qui nous sortent, notamment leur incapacité à définir le genre. C'est même pas défini dedans. J'ai dû poser la question à 10 personnes, parce que des fois, je troll sur les réseaux sociaux. J'ai dû poser la question à 10 personnes, il n'y en a pas un qui m'a donné une définition claire. Et c'est normal, il ne faut pas que ce soit clair. Une fois que c'est clair, toute leur théorie tombe à la poubelle. Parce que le genre, en fait, c'est juste un ensemble de stéréotypes qui sont créés par des sociétés humaines pour identifier les hommes et les femmes. Et ça change, en fait, en fonction de l'époque, en fonction des cultures. Il n'y a rien d'intrinsèque là-dedans, c'est juste culturel, en fait. Une fois qu'on met ça là-dessus, c'est mort, leur truc ne tient pas. Parce qu'ils ont besoin du côté interne, vécu, internement, blablabla, religieux. Voilà. Ah oui, la question exacte, c'était à quelle femme tu faisais référence. En fait, apparemment, tu comparais la femme qui interdisait le... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tu comparais la femme qui a voulu interdire le mot femme dans... À Judith Butler. Oui, c'est elle que tu comparais à Judith Butler, ouais, voilà. Ouais. Sonia Correa Urnufer, j'avais lu vite fait des trucs qu'elle avait dit et elle me fait penser dans son attitude, dans sa façon de se présenter et dans ses paroles à Judith Butler. J'ai lu des interviews de Judith Butler, c'est insupportable. Et elle, c'est pareil. Il y a un rejet total de l'idée qu'elles sont des femmes et de leur lesbianisme, je pense aussi. C'est insupportable de suffisance et pour moi, c'est de la misogynie intégrée, personnifiée, ces filles-là. Vraiment. Voilà, il faut surtout pas que je sois définie comme femme parce que femme, c'est mal, femme, c'est vie pourrie, femme, c'est limité. On est plus que ça, on est autre chose. Oh là là, qu'est-ce qu'on est progressiste, blablabla. Mais elle a une manière de parler et de se présenter qui me fait penser à Judith Butler, en fait. Ouais, effectivement, on est plus que ça, mais en même temps, ils réduisent les gens à leur identité de genre. Donc, c'est complètement contradictoire. Ouais.
Ah oui, il y a une question, savoir s'il y a une certaine prise de conscience pour certaines lesbiennes en ce moment. J'ai l'impression quand même, mais Je sais, enfin, moi, je me base sur ce que les lesbiennes du groupe Nous Femmes disent. Je ne suis pas sûre, hein. Moi, je vois beaucoup de personnes, peut-être qu'ils s'éloignent du mouvement en lui-même. Discrètement, ils font un pas en arrière, mais ils ne nous rejoignent pas encore, hein. Ils ne sont pas encore dans le « Ah non, mais là, ça ne va pas ». Mais il y a quand même un petit… Voilà, on fait 3 petits pas en arrière, on ne parle pas trop, on commence à se dire peut-être que… Mais je ne vois pas un mouvement enfin, je parle en France, hein. Je ne vois pas un mouvement si important que ça. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup, ils sont flippants, hein, moi, dans cette histoire, hein. Moi, vraiment, ils sont flippants, hein. mmh. Le fait d'avoir réussi à, je sais pas, à détruire des carrières de gens, à menacer, des vies et puis il y a aucune sanction derrière. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a pas de sanction, quasiment pas et c'est toujours eux qui passent pour les victimes et tout ça. Je sais pas. Moi, il y a beaucoup de gens qui ça n'intéresse pas ce qui se passe, on va être clair, voilà. Il y a des gens qui commencent à se dire: «Tiens, il y a des bêtises qui sont racontées là avec les trans». Et il y a des gens qui sont au courant, mais qui ils vont pas faire marche arrière maintenant. Moi, c'est ce que je vois, ce que j'entends. Après, comme il y a les mouvements il y a des mouvements, il y a nous, il y a Femélistes de Dora Muto et de Marguerite Stern. Il y a plein de gens qui commencent à se réveiller ou qui peut-être aimeraient suivre, mais ne peuvent pas. Mais c'est partout pareil, hein, je veux dire, ils sont tellement toxiques. C'est difficile de se présenter de face à eux comme ça parce qu'ils sont… C'est un peu… Moi, je vois ça pour moi, pour ma santé mentale. Il a été dur à lire le texte, vraiment. C'était pas évident parce que chaque fois que je lisais, je me dis: «Oh mon Dieu, mais c'est ça qu'ils ont utilisé pour ça. C'est ça qu'ils ont utilisé pour ça». Je vois, il y avait il y a les faits divers qui sortent en même temps et on se dit: «Non, ils ont pris ça au sérieux pour ça» et on voit les conséquences et moi, je vois ça comme une vague et moi, comme un grain de sable. On peut pas trop lutter contre la vague. On Bah, peut c'est vrai. juste, voilà, rester en grain de sable, rouler un peu, revenir en arrière et essayer de résister. Mais je sais pas comment moi, j'aurais aimé étudier les manipulations mentales, enfin, c'est un peu voilà. Je sais pas comment faire pour que ce texte et les imbécilités qu'il y a dedans arrivent, devant les yeux des élus parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'incompétence chez les élus dans ce cas-là. Mmh. Vraiment. Et puis de désintérêt total pour les sujets, hein, faut pas rêver non plus, hein. Donc je ne sais pas. Moi, je vois ça, pour moi, pour ma santé mentale, je suis un grain de sable et puis je regarde la vague. Mais je vois la vague. J'essaie de pas Ben, la subir, mais voilà. mais c'est vrai qu'après, bah, tout ce travail que tu fais, il est vraiment nécessaire effectivement d'aller expliquer parce qu'il y a une très, très mauvaise connaissance de ce qui se passe. Quand il y a eu la loi sur les thérapies de conversion, on a, en tant que VDI France, essayé d'aller, prévenir, les élus qui allaient voter cette loi parce qu'ils se font vraiment passer pour progressistes. Donc, en fait, il faut tout décortiquer. Ils utilisent un mot. Ouais. C'est très Mais compliqué, en fait, hein, ouais. de déconstruire leur vocabulaire, enfin, ce qu'ils disent, parce que comme ils inventent un vocabulaire, il faut d'abord traduire ce qu'ils disent pour ensuite le déconstruire. C'est Et très bien après, foutu. il nie. Et le principe des Yogacarta, c'est à savoir, hein, s'il y a des gens qui veulent plonger dedans, ils nient ce qu'ils ont dit. Ils nient ce qu'ils ont demandé. C'est grave. Par exemple, quand ils ont essayé de transférer leurs violeurs en Écosse et qu'ils ont dit, mais regardez la loi que vous voulez faire passer, ça va donner ça, mais pas du tout. On n'a jamais dit qu'il fallait. Ils mentent tout le temps, ils nient tout le temps, ils demandent un truc. Et dans chaque article, c'est ça qu'il y a de piégeux, dans chaque article, il y a une possibilité de dire, mais en fait, tu n'es pas obligé de le faire. Mm. Oui, tu peux découper le corps, mais en fait, ça dépend si tu veux. Oui, tu peux faire ça, mais en fait, ça dépend comment tu peux l'adapter. On peut faire participer n'importe qui au sport pour femmes, mais attention, tu peux mettre des règles. Ils n'arrêtent pas de faire ça. Moi, j'appelle ça vicieux. C'est vicieux Et leur oui, truc. oui. Et puis vous, les lesbiennes, on vous oblige pas à coucher avec nous, mais Non, c'est mais par méchant de pas contre, accepter. Bon, ils, voilà. voilà, ils font ça tout le temps. Et Ouais, ouais. c'est pénible. Et C'est c'est là pervers. où on voit pour moi, la malhonnêteté, c'est qu'ils avaient déjà prévu que ça se passe mal. Ils avaient déjà prévu. C'est une perversion du langage. Malheureusement, on va être obligé d'arrêter Oui, parce
sinon on va être coupé en plein milieu. J'ai vu une question, c'est quelqu'un qui demandait si c'était possible d'avoir le. Bon, déjà, la vidéo va être mise sur YouTube et il y a des personnes, je ne sais plus qui a demandé si c'était possible d'avoir accès à ton. Ah oui, d'accord. Oui, je peux Voilà. transférer si vous voulez. Je ne sais Voilà. pas où. Ben, Je le mets. on verra comment, je pense, on verra. Et Oui. puis, sinon, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à tout le monde. Et je vous dis, si vous voulez aller signer la déclaration, j'ai vu que Ghislaine l'avait mis en lien. Et on vous dit à dans un mois, donc le premier dimanche du mois de mars. À bientôt.